Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'atelier d'émergence de projet de l'appel à projet PME des pôles Images et Réseau et TES, puisque cet atelier est adossé à l'appel à projet PME qui est lancé tous les ans par les deux pôles. Donc, une petite présentation des deux pôles et puis de l'accompagnement sur les projets de R&D. Ensuite, je vous présenterai l'appel à projet des pôles Images et Réseau et TES. Ensuite, on aura le retour d'un lauréat de l'appel à projet PME, donc Christophe Morvan, qui représente la société Jamespot et qui a été lauréat. Jamespot est toujours porteur d'un projet qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projet PME en 2020. Ensuite, on passera à l'atelier d'émergence en tant que tel, c'est-à-dire qu'on entendra des présentations d'idées de projet. Donc, il y a une idée de projet et des présentations de compétences de structures qui souhaitent mettre leurs compétences à disposition d'autres partenaires. Plusieurs sessions de questions-réponses sont prévues, donc après chacune des parties. Si vous avez des questions qui vous viennent pendant que je parle, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et puis, on posera ces questions-là dans les temps dédiés. Voilà, comme c'est un format atelier, on est peu nombreux aussi. Donc, si vous souhaitez justement lors de ces questions, lors de ces sessions intervenir, vous pouvez aussi prendre la parole. Donc, n'hésitez pas pour cela à lever la main dans Teams et puis je vous donnerai la parole. Donc, l'accompagnement des pôles Images et Réseau et TES, donc les deux pôles sont des pôles de compétitivité spécialisés dans le numérique. Donc, pôle Images et Réseau pour la Bretagne et la Normandie, et pôle Images et Réseau pour la Bretagne et les Pays de la Loire, et le pôle TES pour la Normandie. Donc, on a un accompagnement des projets communs qui va finalement de l'idée de projet jusqu'à la valorisation du projet. Donc, au départ, comme ce matin, on vous fournit des informations, des conseils sur le montage au projet, sur des appels à projets ciblés également, sur plusieurs aspects, à la fois les marchés, l'état de l'art et les opportunités de valorisation de vos projets. On fait aussi également la mise en relation, puisque notre activité principale est la R&D collaborative, donc, ce qui nécessite plusieurs partenaires. Donc, on est là pour vous mettre en relation avec différents types de partenaires selon les compétences et selon la typologie, que ce soit des acteurs académiques ou des industriels. Ensuite, on vous aide dans la préparation de votre projet en réponse à un appel à projet. Sur des conseils au montage, que ce soit d'ordre technique ou plutôt d'ingénierie financière. Et puis, l'atout des pôles de compétitivité, c'est le label qui constitue un filtre avant de déposer votre projet au financeur grâce à notre comité de labellisation. Donc, on a chacun un comité à test et image et réseau, mais plusieurs compétences sont mises en commun justement pour avoir toutes les compétences disponibles pour évaluer, expertiser vos projets. Et puis ensuite, une fois que ce qu'on souhaite, bien évidemment, une fois que le projet est financé, alors on suit le projet avec vous et on envisage aussi des pistes pour soit un nouveau projet, soit pour déposer un nouveau projet avec un TRL qui serait plus élevé, par exemple, sur certains types de projets. Ou alors, si vous cherchez des pistes d'expérimentation, par exemple, on peut aussi vous aider dans cette mise en relation. Donc, nos domaines, nous avons des domaines technologiques et d'usage commun avec le pôle TES. Les domaines technologiques, ce sont la confiance numérique et sécurité. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est cybersécurité notamment. Données et intelligence avec l'intelligence artificielle, par exemple. L'interactivité et l'immersivité avec notamment les jumeaux numériques, la réalité virtuelle. Matériel et logiciel avec, par exemple, les capteurs, les technologies IoT, la photonique et réseau et infrastructure avec notamment, par exemple, des projets sur la 5G et autres. Et puis, des domaines d'usage, ce sont les domaines d'usage dans lesquels tout le numérique est présent, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie culturelle et créative,
les industries et services, santé et territoire, sachant que ce n'est pas exhaustif et qu'on peut bien sûr labelliser des projets qui seraient sur d'autres domaines d'usage, mais qui correspondraient bien au domaine technologique que je viens de citer auparavant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur cette première partie. Je vais à présent présenter l'appel à projet PME. Donc, l'appel à projet PME, son objectif, c'est d'accélérer la mise sur le marché des innovations technologiques numériques des PME bretonnes, ligériennes et normandes. L'appel à projet PME est bien situé sur les 3 régions, puisqu'il est financé par 3 financeurs, par 4 financeurs, c'est-à-dire la région Normandie, la région Bretagne, la région Pays de la Loire et BPI France dans chacune des régions. Donc, chaque projet qui présenterait un partenaire issu de ces territoires pourrait trouver son financeur. Et d'accompagner les PME et ETI dans leurs projets collaboratifs d'innovation et leur faciliter l'accès au financement. Quels sont les avantages de cet appel à projet ? Donc, on l'a déjà dit dans les objectifs, c'est un appel à projet de R&D collaborative. On y reviendra plus tard, mais il faut bien avoir des partenaires industriels et un partenaire académique au moins. Et comme souvent sur cet appel à projet, ce sont des primo-innovants qui peuvent répondre, c'est-à-dire des structures qui n'auraient pas déjà participé à un tel projet. C'est d'avoir un appel à projet en 2 étapes, avec un go, no-go en milieu de parcours. C'est-à-dire qu'on vous demande dans un premier temps un dossier assez court de 8 à 10 pages pour présenter votre idée de projet et vos partenaires potentiels. Et ensuite, à l'issue duquel il y a un comité de sélection composé des financeurs, des membres des comités d'expertise et puis des membres des pôles, qui permet de dire à la première étape, là non, en fait, ça convient pas, il faut vraiment, le projet n'est pas assez mature, ou alors au contraire, oui, là, il y a tous les éléments, donc vous pouvez continuer dans le processus de labellisation. Ce qui vous évite d'avoir à monter un dossier d'envergure dès le départ. Et ça permet aussi, comme vous avez des conseils en milieu de processus, d'avoir plus de chances de faire labelliser votre projet à la fin. Donc, il permet de financer aussi des travaux de R&D expérimental, donc proches du marché. Les candidats bénéficient d'un accompagnement par les pôles de l'émergence au suivi du projet, puisque là, comme c'est les pôles qui opèrent l'appel à projet, on vous aide en fait vraiment, on est là pour vous accompagner dès l'idée de projet. Et puis, cet appel à projet constitue aussi un tremplin vers d'autres appels à projets de R&D collaborative en permettant de financer des petits projets dès 150 000 € et de tester de nouvelles collaborations. Donc, effectivement, c'est arrivé de manière récurrente que suite à un projet, lorsqu'il est terminé, les partenaires soit intègrent d'autres partenaires pour créer un plus gros consortium et répondre à un appel à projet de plus grande envergure, par exemple. Ou alors, c'est le même consortium qui peut redéposer un projet sur d'autres appels à projets. Donc, la date de dépôt du premier dossier a lieu le 9 novembre. Comme je l'ai indiqué, le financement concerne des projets de 150 000 à 1 million d'euros et pour des durées de 12 à 36 mois. Donc, on peut avoir vraiment des très petits projets à partir de 150 000 € de 12 mois jusqu'à 1 million d'euros et 36 mois. Les projets devront porter sur l'un des domaines technologiques ou marchés prioritaires des pôles imagerie réseau et TES. Donc, c'est les domaines technologiques que j'ai présentés précédemment. Et puis, une attention particulière sera portée aux projets qui contribuent aux enjeux de souveraineté, de sécurité et protection des données, d'inclusion sociale et de lutte contre le réchauffement climatique, puisque dans les critères de labellisation des pôles, il y a cette dimension qui est bien présente. Donc, c'est des éléments qui sont à prendre en compte et en tout cas, les projets qui seront à la fois de qualité sur les autres critères et qui rempliront ce critère-là seront évalués très positivement. Pour être éligible à cet appel à projet, le projet qui est présenté doit être porté par une PME ou une ETI. Le projet doit être réalisé par 3 partenaires minimum, bretons, ligériens ou normands, avec un partenaire de recherche ou 2 PME. Alors, plusieurs configurations possibles. Donc, soit un consortium qui est constitué d'un partenaire de recherche, de 2 PME ou d'une PME
et une ETI. Et puis, conditions particulières pour les laboratoires, puisque notamment en région Pays de la Loire, si un laboratoire veut faire partie d'un consortium et être financé, alors il doit être accompagné d'une entreprise du territoire ligérien également. Le projet doit présenter des retombées économiques chiffrées et étayées en termes d'emploi, d'investissement, de développement d'une filière. C'est vraiment pour les financeurs un critère important de montrer que le financement public va permettre d'atteindre ces retombées. Et puis s'inscrire évidemment dans les thématiques de l'appel à projet. Comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agit d'un projet de R&D collaborative. Donc, la définition d'un appel à projet, enfin d'un projet collaboratif, c'est qu'aucun partenaire ne doit porter à lui seul plus de 70% du budget total du projet et les établissements doivent avoir au moins 10% des dépenses éligibles, puisque sinon on pourrait se dire qu'il s'agit plutôt de sous-traitance plutôt que de réelle collaboration effective. Un point important aussi qui concerne l'éligibilité financière, le montant de l'aide par partenaire est limité aux fonds propres, aux quasi-fonds propres. Ça veut dire que pour 1 € d'aide demandée, vous devez justifier que vous avez au moins 1 € de fonds propres. Donc ça, c'est un point important, mais justement, ce sont des points qu'on vérifie avant que le projet soit déposé. Et un point aussi, il faut être adhérent des pôles images réseau et TES pour candidater à l'appel. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez tout à fait le faire plus tard. Les modalités de financement, donc, elles diffèrent en fonction des financeurs. Comme je l'ai indiqué, donc, il y a plusieurs financeurs sur cet appel à projet. Et les modalités sont différentes puisqu'il peut s'agir d'aides sous forme d'avance remboursable ou de subventions en fonction des financeurs. Par exemple, en Bretagne, pour les entreprises peuvent être financées soit sous forme de subvention si elles sont financées par la région Bretagne ou avance remboursable ou prêt si elles sont financées par la BPI. Et en fait, ce n'est pas possible de savoir avant la proposition de financement si telle ou telle structure sera financée sous forme de subvention ou avance remboursable. Donc, c'est important, en tout cas pour les partenaires bretons, de savoir qu'en candidatant, vous pouvez recevoir soit une subvention, soit une avance remboursable. En Normandie, donc c'est la même chose, hein. Les entreprises sont soit financées par la BPI ou par la région et par la région sous forme de subvention. Et en Pays de la Loire, la modalité est un prêt innovation ou une avance remboursable pour les entreprises. Et pour les laboratoires de recherche, il s'agit de subventions et le montant de l'aide représente 100% des dépenses éligibles, enfin du coût marginal, c'est-à-dire des dépenses uniquement affectées au projet. En ce qui concerne les dépenses éligibles pour les entreprises, donc l'enveloppe va prendre en compte les coûts liés à la mise en œuvre du projet dans sa globalité, c'est-à-dire les frais de personnel affectés au projet, l'amortissement du matériel sur la durée du projet, les coûts de la recherche contractuelle, des brevets achetés ou pris sous licence, et les consommables supportés directement du fait du projet. Donc ça, encore une fois, on peut tout à fait vous aider sur la construction du budget et vous indiquer voilà, si les dépenses peuvent être éligibles ou non. Donc le calendrier de l'appel à projet, comme indiqué tout à l'heure, la date de clôture du dépôt d'intention de projet, c'est-à-dire le premier dossier de 8 à 10 pages, c'est le 9 novembre prochain. Le 24 ou le 29, enfin les 2 dates sont déjà calées, mais en fonction du nombre de projets, il y aura donc la présélection par un comité d'évaluation qui est composé des financeurs, des membres des comités d'expertise des pôles et des membres du pôle. Ensuite, pour les projets qui auraient reçu un avis favorable suite au comité de présélection, on vous demandera de déposer un dossier complet au 17 janvier 2023. Et on sait que ce mois et demi est souvent intense, donc c'est bien de s'y prendre dès que vous recevez l'avis favorable, c'est bien de commencer tout de suite à travailler sur le dossier complet, puisque là, on va vous demander une annexe technique d'environ 25 pages avec un attendu beaucoup plus
exigeant, notamment sur tous les aspects techniques et marché du projet. Donc là, avec vraiment un état de l'art complet, un développement la rédaction en tout cas des verrous technologiques que vous allez lever qui soient suffisamment exhaustifs pour que les experts puissent vous donner puissent évaluer de manière correcte le projet et donner un avis sur la labellisation. Le comité de labellisation aura lieu le 24 janvier prochain. Et puis, dans le cas où le projet est labellisé, alors il est présenté aux financeurs et la décision des financeurs interviendra au premier semestre 2023, sachant que cette année, le calendrier était à peu près comparable et les projets qui ont été labellisés fin janvier, pour les premiers, ont été financés au mois d'avril. Voilà. Je crois qu'il y a des questions. Carole, je te laisse la main. Oui, on a 2 questions. Marc Lénon te demande que recouvre la notion de primo-innovant et peut-on postuler si on a déjà un projet région BPI en cours sur un autre programme? Alors, donc les primo-innovants, c'est primo-innovant R&D collaboratif, ça veut dire que la structure n'a jamais participé à un tel type de projet, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais participé à un projet de R&D collaborative. Et la deuxième question, oui, vous pouvez candidater à plusieurs appels à projets sous réserve que vous puissiez attester de votre capacité à la fois financière et humaine à mener à bien le projet. Ça veut dire, donc j'ai expliqué tout à l'heure la règle des fonds propres, ça veut dire que si vous avez des aides en cours, alors vous devez les soustraire de votre niveau de fonds propres pour avoir le montant que vous pouvez demander sous forme d'aide. Et vous devez aussi montrer que les équipes qui travaillent sur les autres projets financés, vous allez pouvoir aussi mettre des équipes sur ce projet-là tout en finançant votre activité propre sans ces projets. Donc, mais en tout cas, rien n'interdit d'avoir plusieurs aides en cours. J'espère que la réponse est claire. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, merci. Bonjour, merci de votre réponse. Ouais, OK. Juste, peut-être, en fait, comment savoir si l'autre projet est un programme de R&D collaborative? Parce qu'en l'occurrence, c'était un appel à projet InnoAvenir, de la région Bretagne. Oui, alors c'est pas le... sachant que là, il n'y a pas de critères de primo accédant ici sur cet appel à projet. Donc, vous pouvez tout à fait candidater aux deux, y compris sur le Inno à venir. OK, d'accord. Voilà. C'est après, voilà, sous réserve de la capacité financière, Ouais, de bien sûr. voir aussi s'il s'agit sur le Inno Avenir, si par exemple ça finance le développement d'un prototype et qui va mener vers cet appel à projet PME, bien attester aussi que le lien entre les deux projets est logique et que vous avez suffisamment d'éléments sur ce premier projet pour aller vers un appel à projet de R&D collaboratif. Peut-être que c'est deux choses différentes, mais en tout cas, voilà, il faut bien montrer le lien entre les aides. Généralement, on vous demande de l'expliquer dans le dossier, mais il y a rien de rédhibitoire là-dedans. OK, très bien. Merci beaucoup. Il faut surtout, c'est que le personnel affecté à un projet ne travaille pas sur l'autre projet en même temps. Tout à fait. Oui, ça, c'est vraiment un point important et voilà, surtout pour les petites structures, c'est vraiment important de montrer que, voilà, effectivement, vous n'ayez pas, les personnes ne travaillent pas sur les deux projets en même temps et surtout qu'il reste des personnes pour travailler sur les projets qui font rentrer le chiffre d'affaires pour la société, quoi. Ouais, bien sûr. OK, c'est bon, merci. y avait une deuxième question. Un partenaire académique peut-il intégrer le financement d'un thésard dans son budget? Alors non, les thèses ne sont pas prises en compte dans les budgets puisqu'il y a d'autres, voilà, les financeurs estiment qu'il y a d'autres aides pour les financer. Donc pour les académiques, ça va vraiment être les dépenses de personnel type postdoc, ingénieur de recherche par exemple. Ce qui est valable sur ce dispositif, mais je sais que sur d'autres dispositifs, les thèses peuvent être prises en compte, mais ce n'est pas le cas sur celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Bon, en tout cas, si vous en avez d'autres à la suite ou pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser.
On va à présent passer au retour d'expérience de la société Jamespot avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour et bonjour tout le monde. Bonjour. Donc effectivement, le projet IPSCO a été labellisé et financé sur l'appel à projet PME 2020. Voilà, il est déjà assez bien avancé ce projet-là. Et donc, Christophe, je te laisse la parole pour nous faire ton retour d'expérience et puis voilà, aussi prodiguer quelques conseils aux futurs porteurs de projets. Ok, merci Aude. Donc, ouais, effectivement, bonjour à toutes et à tous, un peu plus formellement. Ouais, je me rends compte que dans les slides, j'ai pas indiqué qui étaient les partenaires, donc je vais peut-être quand même commencer par resituer un peu les participants de ce projet. Donc, c'est un projet qui regroupe, donc, en partenaire académique, on a l'IRISA, qui est donc un laboratoire en informatique sur l'Université de Rennes 1, avec comme partenaire INRIA et d'autres. On a la société Jamespot que je représente aujourd'hui, et puis on a la société Lockpicker, qui est une start-up également du périmètre rennais. En ce qui me concerne, chez Jamespot, je suis VP Customer Engineering. J'ai des missions qui sont extrêmement orientées client, d'où le customer de mon intitulé de poste, et qui regroupe tout un tas de facettes d'ingénierie, avec en particulier la R&D, sachant que chez Jamespot, je pense comme dès l'essentiel des entreprises qui sont susceptibles de répondre à cet appel à projet, le fait de participer à de la R&D et à l'innovation doit garder toujours à l'esprit l'objectif et la finalité qui consiste à satisfaire nos clients et donc permettre éventuellement d'en avoir beaucoup plus. Donc voilà pour ce petit préambule. Si quelques mots sur Jamespot. Donc Jamespot, on est une société qui a été fondée à Montreuil en Île-de-France, qui aujourd'hui est passée en 100% télétravail. Là, vous me voyez, je ne suis pas dans les locaux de Jamespot, je suis chez moi. Et on est passé en 100% télétravail, c'est-à-dire que les membres de Jamespot qui le souhaitent peuvent se rendre dans les locaux de Jamespot. Et ceux qui ne le souhaitent pas peuvent rester chez eux, comme moi aujourd'hui. Donc Jamespot a été fondé à Montreuil et à l'occasion du rachat de la société que j'avais fondée, qui s'appelait OpenAgora, à Rennes, Jamespot s'est étendu à Rennes et donc on possède également des locaux à Rennes qui sont les anciens locaux de OpenAgora. Donc voilà, c'est ce qui explique notre attachement à Rennes et notre engagement dans ce projet de R&D collaborative. Donc voilà, après ce petit préambule sur qui je suis et qui est Jamespot, quelques mots donc sur le projet lui-même. Donc le projet IPSCO s'appelle IPSCO, ça veut dire Intelligence des process de support et des communautés. Donc notre objectif, c'était de développer une offre nouvelle de plateforme collaborative de support client. Donc l'objectif, c'est de faire du support client avec deux périmètres clairement identifiés qui sont les entreprises et les administrations. Les administrations, ce qu'il y avait aussi d'intéressant dans notre projet, c'est qu'au-delà des 3 partenaires qui portaient le projet, on a un 4e partenaire qui est un petit peu périphérique, mais qui est un client, disons, qui représente un archétype de client qui s'appelle, en l'occurrence, Démarche Simplifiée. Démarche Simplifiée, ça fait partie de la DINUM, qui est une direction du numérique au sein une direction interministérielle du numérique et qui s'attache à aider les administrations et l'État en général à se moderniser. Et donc, Démarche Simplifiée aide à déployer des systèmes qui facilitent les démarches et qui permet en particulier de dématérialiser les démarches. Et donc, c'est une toute petite équipe et ils avaient un énorme sujet support puisqu'ils sont une toute petite équipe et ils équipent virtuellement, potentiellement à moyen terme, pratiquement toutes les mairies, toutes les préfectures, éventuellement les sous-préfectures pour leur permettre de réaliser leurs démarches. Et donc, ils ont un sujet crucial de support. Et donc, pour nous, c'était à la fois un terrain de jeu et puis un client type sur lequel on allait pouvoir recueillir des besoins et puis identifier les pistes à privilégier. On avait plusieurs facettes et en particulier, pour rebondir sur ce que j'ai dit au sujet des démarches simplifiées, on souhaitait mettre en œuvre toute une facette de gestion de communauté pour faciliter un support à grande échelle quand on a des ressources un peu plus réduites. Évidemment, notre objectif était également d'ajouter des mécanismes de filtrage intelligent et de traitement des demandes, donc en fait, en quelque sorte, automatiser le processus de traitement des demandes de support, et puis également, lié à certains de nos partenaires,
intégrer des outils en quelque sorte d'introspection pour analyser la façon dont les demandes de support sont traitées. Donc voilà un peu pour le périmètre général du projet. Donc en termes de montage, alors concrètement, l'un des premiers sujets, c'est être capable de constituer le consortium, puisque Aude l'a expliqué, la nature du consortium est quand même assez critique, y compris d'un point de vue purement administratif, c'est-à-dire qu'on doit réunir 3 partenaires minimum. Sur ces 3 partenaires, on doit avoir au maximum un partenaire académique et donc 2 partenaires industriels, petits, moyens. Et donc, très tôt, à Jamespot, on a identifié une connexion possible avec l'IRISA. On a vu quelques pistes hyper intéressantes sur lesquelles on pouvait travailler et sur lesquelles on avait une synergie qui était très facile à mettre en évidence et pouvoir définir le périmètre général d'un projet sur cette thématique du support. Mais ce n'était pas la seule, mais c'était celle qui a assez vite émergé. Et on a dû se mettre en recherche d'un autre partenaire et que ça nous a demandé pas mal d'efforts, d'autant plus que même si Jamespot avait racheté OpenAgora, comment dirais-je, le réseau de partenaires natifs, entre guillemets, chez Jamespot au niveau industriel était relativement réduit. Donc on a prospecté de façon assez active pour finir par identifier Lockpicker avec lequel j'avais pas mal interagi dans le passé en tant que dirigeant d'OpenAgora. Et donc, on a réuni d'abord Jamespot et Lockpicker, on a eu des échanges entre nous, on a fait des petites réunions préliminaires avec à la fois l'IRISA, Jamespot et Lockpicker, et puis ça nous a permis de faire émerger un projet, un périmètre général, avec l'idée assez tôt de travailler justement avec des marges simplifiées dont j'ai déjà discuté. Ce qui nous a amené à parler à se focaliser sur cet aspect support. Et donc ça, c'était les premiers points. La difficulté, et ça c'est lié aussi au retour qu'on a eu au fil du montage du projet, c'est qu'il est assez impératif de faire concilier les objectifs de l'appel à projet avec la stratégie des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à être challengé sur le choix de priorisation qu'on fait à l'intérieur du projet, même le choix du sujet peut être, pas vraiment remis en question, mais peut être en tout cas fortement questionné par les partenaires, par les financeurs qui vont venir nous solliciter pour comment dirais-je, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'articule entre ce qu'on présente comme objectif dans la réponse à l'appel à projet et ce qu'on a comme objectif, comme stratégie d'entreprise. J'ai pas du tout mis dans les slides les échanges avec le pôle, mais dans ce processus, dans les différentes étapes du processus, en permanence, on a été en échange avec le pôle. À l'époque, c'était Aude qui était notre interlocutrice au sein du pôle, et donc on a eu de nombreux échanges, à la fois pour trouver les partenaires, à la fois pour un petit peu mieux cadrer le projet, et pour finalement faire émerger cette thématique, et puis enrichir cette thématique en termes de pistes de collaboration entre les différents partenaires. Donc le processus, il passe par une phase de présélection, puis une phase de sélection, disons une sélection définitive. Entre les deux, on a un peu de temps, et c'est ce qu'a dit un peu plus tôt Aude. On va pouvoir faire un dossier. Le dossier initial est relativement light, mais quand il faut présenter le dossier définitif, eh bien, il est nécessaire d'avoir travaillé déjà et d'avoir fait émerger des work packages, distribuer les responsabilités au sein du projet, etc. Et donc, le montage du projet, ce qu'il y a d'assez intéressant en termes si je dois faire un retour synthétique sur ce que je viens d'expliquer, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance qui est assez graduelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se jeter à corps perdu dans le projet dès T0, mais on a un certain nombre de jalons, en particulier le principe de présélection, qui est assez intéressant, qui permet déjà d'avoir un premier tour sur le projet et sur sur les éventuels points d'attention sur lesquels il faut un petit peu se focaliser pour réussir à transformer ce qui est quelques idées partagées par quelques partenaires en quelque chose de plus
plus convaincant et de plus percutant. Sachant que, j'aurai probablement l'occasion de leur dire, mais le travail qu'on a fait en amont, il sert tout au long de la vie du projet. Je crois que c'est à peu près tout pour ce slide. Merci, Aude. Alors, facteur de succès et points bloquants. Alors, je dois dire que j'ai repris le canevas qui m'a été suggéré très aimablement par Aude, et ça m'a permis de guider ces éléments-là. Donc, c'est assez compliqué à posteriori, et surtout plus d'1 an et demi après le montage, d'être capable de faire ressortir ces points. Nous, avec les différentes, disons, les différents phénomènes qui sont intervenus, le projet a mis du temps à démarrer. Et puis notre projet, il a déjà à peu près 1 an d'existence, donc forcément, ce montage remonte un petit peu. Donc, dans les facteurs de succès, moi, ce que je retiens, mais c'est valable pour à peu près n'importe quel projet, c'est l'équipe d'animation. Il est vraiment vital que dans chaque partenaire, il y ait au moins une personne qui soit en quelque sorte investie par rapport au projet et qui soit garante de la bonne exécution des tâches qui vont incomber à chacun des partenaires. Alors bien entendu, il y a besoin d'un leadership, c'est-à-dire que nous, c'est James Spott qui assume ce rôle de leadership au sein du projet, mais le leadership ne veut pas dire que tout repose sur les épaules de l'entité qui est leader. Donc il est important d'avoir une équipe avec des personnes bien identifiées dans chacun des partenaires, parce que à chaque étape du montage du projet et ultérieurement dans la conduite même du projet, on a besoin de savoir que, ok, là, on a un document à fournir pour tel partenaire, j'ai pas à réfléchir, ah oui, qui s'occupe de ça chez ce partenaire? J'envoie le dossier, j'envoie cet élément du dossier au point de contact dans le partenaire, au membre de l'équipe qui est chez le partenaire, comme ça, on sait que il y a un mécanisme de délégation, mais c'est valable pour n'importe quel projet, bien entendu. On est dans un contexte de recherche collaborative, c'est des points qui ont été fortement mis en avant dans les slides qu'a montré Aude. Pour nous, ça a été vraiment un leitmotiv, c'est-à-dire le but est que chaque partenaire participe à chaque réunion en acceptant de mettre un certain nombre de choses sur la table, de regarder ce que les autres mettent sur la table et d'essayer de faire preuve de créativité par rapport à ce qui a été mis sur la table pour se dire « Ah bah oui, qu'est-ce qui va faire sens vis-à-vis du projet? Qu'est-ce qui va être intéressant à développer pour faire progresser le projet, que ce soit en phase très amont ou que ce soit en phase un peu plus aval ?» Donc, c'est ce que j'ai mis comme écouter les idées des partenaires, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire qu'il faut participer à un projet de R&D collaborative avec vraiment cet état d'esprit de on va ouvrir les portes régulièrement dans les réunions. Je pense qu'à peu près dans chaque réunion, il y a quelqu'un qui rappelle qu'on est quand même là pour s'ouvrir les chakras. C'est une expression que je trouve assez amusante, même si elle est peut-être un peu extrême dans le contexte d'un projet de R&D collaborative. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée-là de se dire que quand on participe à ce projet, le but, c'est que chaque partenaire puisse en retirer des choses. Et en retirer les choses, c'est justement par la collaboration. Donc, c'est ce que j'ai mis ensuite aussi sous le objectif de découverte. Je l'ai dit, on est 3 partenaires. On avait assez tôt identifié des atomes crochus avec le laboratoire de recherche IRISA et quelques équipes au sein de l'IRISA. Mais on en a appris énormément depuis que le projet a démarré. Et Lockpicker, qui était entre guillemets le 3e partenaire, celui qui avait, disons, entre guillemets, un tout petit peu plus tard dans le processus de maturation du projet, à chaque fois, on est dans une logique de découverte. Et donc, ce que j'ai indiqué ensuite en sous-titre, c'est qu'effectivement, pour nous, dans le cadre de notre projet, ce qu'on a vu survenir au fil de la création du projet, du montage du projet, des différentes réunions, ça correspond finalement assez bien à ce qu'on vit maintenant que le projet est en cours d'exécution. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir cette espèce de vision d'avant-goût, et surtout, ça vous dit, si là, vous avez votre consortium qui marche bien, qui est bien monté, etc., vous avez toutes les chances de voir que votre projet va pouvoir aboutir de façon assez satisfaisante. Et je pense que en particulier, les points de vigilance qui surviennent pendant le montage du projet, il faut les garder à l'esprit dans la suite aussi. Donc, les points bloquants ou un peu moins positifs, c'est il faut fréquemment faire preuve de beaucoup de réactivité dans la révision des documents.
À certains moments, on a soumis des documents, on a eu aussitôt un feedback, une remarque, soit du pôle ou soit d'un financeur qui nous disait « Ah, attendez, là, dans votre dossier, il y a un truc, il nous manque tel élément ». Il faut à ce moment-là pouvoir être très, très réactif. Donc, ça veut dire dans les périodes où on doit soumettre le dossier, évidemment, pas hésiter à être en avance, mais à défaut d'être en avance, parce qu'en général, on n'est jamais en avance, à défaut d'être en avance, être prêt à être très réactif dès lors qu'on soumet le dossier, parce que fréquemment, il manque des éléments. Il y a tout ce qui est éléments administratifs pour la finalisation. Il faut bien anticiper la fourniture de ces éléments-là. Mais là encore, le pôle est là, fréquemment nous rappelle à nos obligations. Ah, vous n'avez toujours pas fourni telle pièce, tel élément comptable, votre liasse fiscale, etc. Donc tous ces éléments-là, il faut être assez réactif. Et puis, pour conclure, il y a un point dont on a parlé qui intervient aussi dans le montage du projet, qui est les règles comptables et en particulier les règles de financement public. Le fait qu'on ne peut pas dépasser évidemment les fonds propres de l'entreprise, ça c'est vrai pour évidemment tous les partenaires. Et c'est vrai aussi que les projets par lesquels nous sommes déjà financés, ils sont déduits de nos fonds propres dans le contexte de ce montage-là, alors que vis-à-vis des partenaires bancaires, ils sont ajoutés puisque c'est des quasi-fonds propres. Mais évidemment, ils servent plutôt négativement dans ce contexte-là. Donc voilà, il faut avoir en tête ces éléments-là très tôt. Mais là encore, les conseillers, les partenaires du pôle Image et Réseau ou des autres pôles, j'imagine, c'est pareil, sont là pour nous mettre des points de vigilance et pour nous rappeler ces règles-là. Et c'est tout, je crois, pour cette slide. Merci, merci. Merci super, beaucoup, c'est terminé. Merci beaucoup, Christophe, pour C'est vrai. pour ce retour. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser. En attendant, moi, c'est vrai que je vais reprendre quelques points que tu as mentionnés, Christophe, et qui sont importants aussi pour les futurs projets. Tu as indiqué au départ qu'effectivement, Jamespot était tout d'abord localisé en région parisienne. Et lors du montage du projet, il n'y avait pas encore d'établissement en Bretagne. Pour autant, c'est vrai que le projet a quand même pu se monter avec la garantie qui a été apportée par Jamespot qu'il y aurait bien un établissement qui serait créé en Bretagne au moment du financement. Et de toute façon, voilà, le financement a été accordé sous réserve qu'il y ait bien un établissement en Bretagne. Donc, il y a pas mal de flexibilité quand même par rapport à ça, si ça a été le cas d'un autre projet aussi cette année. Si vous prévoyez de créer un établissement en Bretagne, si le siège n'est pas en Bretagne ou en Pays de la Loire ou en Normandie au moment du dépôt, mais que c'est bien prévu qu'il y en ait un et que c'était déjà prévu avant l'appel à projet, parce que l'appel à projet ne doit pas être le moteur de la création d'un établissement, bien évidemment. C'est tout à fait possible, c'est flexible par rapport à ça. De même que pour les fonds propres, si vous envisagez une levée de fonds, par exemple, dans les 6 prochains mois, vous savez que ça va clôturer à peu près au moment où le projet devrait commencer, c'est bien évidemment des éléments qui sont pris aussi en compte par les financeurs. Donc ça, c'est important. Également, tu as mentionné le fait, donc effectivement, démarche simplifiée et associée au consortium. Donc pas en tant que partenaire financier, mais en tant que partenaire quand même intégral du projet, parce que il est présent dès le départ sur les spécifications et aussi dans l'expérimentation du projet. Donc ça, ce type de montage est vraiment encouragé en fait. C'est-à-dire que si vous pouvez montrer que votre solution elle va pouvoir être testée pendant le projet par un utilisateur final, c'est vraiment un point important. Par contre, c'est important d'intégrer quand même dans les partenaires financés que des partenaires qui vont effectuer de la R&D, ce qui n'est pas le cas du coup de démarche simplifiée dans le cadre de ce projet, et c'est pour ça que ce partenaire ne reçoit pas de financement. Donc c'est important quand même de distinguer les deux. Donc les partenaires qui sont financés, c'est bien deux structures, deux entreprises et un académique qui réalisent des travaux de R&D. Et par contre, associer un expérimentateur ou plusieurs, c'est vraiment, effectivement, c'est vraiment encouragé. Également, donc, tu as bien aussi précisé le fait que le projet doit bien s'insérer dans la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est demandé de toute façon dans le dossier de candidature. Et c'est vrai qu'il faut bien réfléchir en amont aussi sur le fait que voilà, ce projet s'intègre bien dans la stratégie et que les retombées de ce projet vont bien servir la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot sur ce projet-là, mais que ça va bien aider au développement de l'entreprise par ailleurs.
Et puis, oui, ce que tu indiquais aussi, c'est que le montage, c'est un avant-goût finalement de la manière dont va se passer le projet. Et ça, je pense que c'est un point vraiment important. Parfois, on peut être tenté de se dire que oui, voilà, c'est le rush parce que la date de clôture arrive. Bon, bah, c'est pas grave, on verra ça après. Bah, en fait, non. C'est vrai que s'il y a des points bloquants pendant le montage du projet qui sont pas réglés, bah, ils risquent de clairement se répercuter pendant le projet, ce qui peut mener à des difficultés et voilà, ce qui est pas vraiment souhaitable. De même que s'il y a des blocages très importants, bah là, nous aussi, Paul, on est là pour vous aider pendant le montage, en fait. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Mais dans tous les cas, c'est clair qu'il vaut mieux régler ces problèmes-là ou changer de partenaire vraiment au pire, si vraiment ça ne fonctionne pas, que de mener un projet ou de démarrer un projet en sachant que les bases ne sont pas solides entre les partenaires. Ça, c'est vraiment un point d'alerte important quand même. Je crois qu'il y a d'autres questions, Carole. Oui, avez-vous un document qui définit les crédits contrats? Alors là, comme ça, non, mais on peut vous indiquer, on peut vous l'indiquer par la suite. C'était bon pour les questions. Ok, mais en tout cas, les fonds propres, c'est vraiment capital social plus les réserves. Donc, c'est ça qui est pris en compte. Et ce qui peut être aussi pris en compte dans certains cas, c'est l'apport en compte d'associés qui serait bloqué pendant la durée du projet. Mais bon, c'est pour ça. Après, c'est vraiment du cas par cas. Donc, s'il y a des questions précises sur ce sujet, on pourra bien évidemment en parler en bilatéral. Mais en tout cas, la règle, c'est ça. C'est vraiment capital social et réserve. Et puis, dans certains cas aussi, des aides type bourse French Tech qui font partie des fonds propres. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Sur le chat. Parfait. Ouais, alors, oui, je t'en prie, ouais, Christophe. je voulais juste. En fait, je me rends compte qu'il y a un sujet dont j'ai pas du tout parlé. J'ai juste 2 mots à dire dessus. C'est que c'est quand tu as parlé de consortium, ça m'a fait repenser à ça. Il est nécessaire pour, quoi qu'il arrive pour le projet, de mettre en place un accord de consortium. Et ce que je peux dire aussi comme retour, c'est que là, pour le coup, j'ai trouvé que les financeurs avaient été extrêmement intéressants, et en particulier BPI France, la BPI comme on dit. Ils ont été vraiment d'excellents conseils dans la préparation et la mise au point de l'accord de consortium. Donc nous, en particulier, on a travaillé avec Rennes 1, et donc qui dit Rennes 1 dit SAT. Et donc avec la SAT, c'est agréable d'avoir à côté de nous BPI France, qui est là pour regarder également l'accord de consortium, nous faire un retour, le pôle aussi. Et donc on est de temps en temps, quand on est une PME, qu'on discute avec la SAT d'un accord de consortium, on peut avoir un petit peu d'inquiétude ou d'appréhension, en particulier pour les primo, primo-innovants. Pour les primo-innovants, ça peut être un petit peu intimidant parce que la SAT a beaucoup d'expérience, etc. Et la SAT, son objectif, c'est de soutenir les intérêts de l'université. Et c'est pas être neutre entre l'université et le partenaire. Et avoir à côté de soi BPI qui regarde d'un œil bienveillant pour le partenaire, l'accord de consortium, c'est assez rassurant, quoi. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Et c'est vrai que les financeurs, après, on a un partenariat, c'est la 11e édition cette année. Donc, c'est vrai que les financeurs connaissent bien cet appel à projet-là aussi. Et c'est vrai que généralement, sont plutôt facilitateurs dans leur manière d'évaluer et puis aussi d'aider les porteurs. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup, Christophe, pour ce retour d'expérience. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Donc, on va passer à présent à la seconde partie de cet atelier, donc la présentation projet compétences. Si certains d'entre vous souhaitent réagir ou peut-être donner des indications sur leur structure à l'issue des présentations, n'hésitez pas. On a un peu de temps ce matin, donc voilà, la parole vous sera donnée si vous souhaitez la prendre. Donc, on va passer à la présentation de projet et on va débuter par l'ECAM. Vous m'entendez? Oui. Bien, merci. D'abord, qui sommes-nous? Nous sommes donc l'ECAM Rennes.
école d'ingénieurs généralistes, avec notamment 4 départements d'enseignement et 2 laboratoires de recherche. Au sein de l'ECAM, nous sommes le laboratoire informatique et télécommunications, avec 6 enseignants-chercheurs et 2 doctorants. Nous avons 3 axes de recherche, dont l'un sur les véhicules industriels autonomes, VIA. Sur ce thème VIA, travaille une équipe de 3 personnes, à savoir moi-même, Moïse Djokokwam, enseignant-chercheur et chercheur associé à l'IETR, Juliette Grosset, doctorante ECAM et IMTA, notre partenaire académique sur ce thème, et enfin Alain-Jérôme Fougère, responsable du labo et HDR. Slide suivante, s'il vous plaît. Notre idée de projet a pour contexte l'industrie 4.0. Son objet est le véhicule industriel autonome dont nous voulons améliorer l'efficacité dans différentes situations et cas d'utilisation, notamment la résolution des situations de congestion, l'optimisation et la géolocalisation ou la gestion de l'énergie, la co-simulation basée sur une flotte de drones terrestres. Et ceci en tirant profit de l'intelligence collective de la flotte. Notre attente est celle d'un partenariat industriel. Idéalement, 2 entreprises comme éditrices, fabricantes ou utilisatrices de véhicules industriels autonomes. Nous souhaitons un partenariat pérenne au-delà du projet envisagé. Suivante. Nos travaux actuels de recherche concernent notamment la simulation de VIA dans un environnement virtuel, la simulation cyberphysique de VIA, les stratégies d'intelligence collective pour les VIA, ou encore les problématiques de localisation de véhicules industriels autonomes dans une flotte. Nous avons une thèse en cours, un partenariat avec IMT Atlantique, et voici là sur cette slide quelques publications récentes sur ces thèmes. Suivant. Pour finir, voici une vue de nos moyens sur ce thème. Nous disposons d'une plateforme de co-simulation avec à terme prise en compte agnostique de la zone de circulation des véhicules. Nous disposons par ailleurs d'une flotte de 10 drones terrestres. Tel que le montre la photo, il faut noter que ces drones terrestres sont issus, si vous voulez, de projets de recherche et développement avec nos élèves et utilisés en travaux pratiques à l'école. D'où un côté, on va dire, pédagogique que nous apprécions bien. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à poser des questions. Dans tous les cas, les mises en relation pourront être faites à l'issue de cet atelier, hein, si vous le souhaitez. Et puis nous, évidemment, on pourra aussi se mettre en contact avec vous pour vous proposer différents types de partenaires qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. Notre attente est là, effectivement, comme tout à fait demandeur. Merci beaucoup. Merci. On va passer donc à présent à 3 présentations de compétences, donc c'est-à-dire des structures qui souhaitent mettre à disposition en tant que partenaires leurs compétences. Donc, on va commencer par la structure Arcaï. Oui, bonjour, vous m'entendez bien?
Oui, très bien. Ok, super. Du coup, je suis Morgane Girard, donc je suis associé gérant de la société Arcaille Interactive. Je remettrai mes coordonnées dans le. On peut passer à la slide d'après, je mettrai les coordonnées dans le chat. Alors, on est une entreprise. J'ai un souci de mise en page sur la slide. Tant pis. Donc, on est une entreprise de développement d'applications sur mesure pour les industriels. On va intervenir sur 3 types de thématiques principalement, même si c'est pas limité à ça, puisque voilà, vraiment l'idée principale, c'est qu'on fait du sur-mesure. Donc la première thématique, ça va être tout ce qui va être facilitation du process de vente dans le milieu industriel. Donc là, sur des produits en général assez techniques, voire configurables. On réalise aussi de la formation en réalité virtuelle principalement. Et enfin, on va parler de prototypage virtuel. Donc là, on est sur à mi-chemin entre de la revue de projet et de l'espace pour prototyper avec des solutions industrielles. On est spécialisé dans le traitement de contenu 3D, dans l'utilisation de contenu 3D dans nos applications. C'est vraiment une chose importante à retenir chez nous. Et donc, on a la possibilité de faire des applications en réalité virtuelle, même si ce n'est pas forcément une nécessité, ça dépend des besoins du projet. Chaque relation avec des prospects ou clients qu'on a, elles sont très spécifiques, uniques à chaque projet. Ça dépend vraiment des demandes. Et donc, je vous encourage vivement à prendre contact avec moi pour discuter de vos projets, de vos besoins, de vos idées, parce que c'est à ce moment-là qu'on va déceler des potentielles choses à réaliser et pas. Bah, voilà, c'est un échange qui est quand même qui peut être assez complexe et il faut vraiment prendre le temps de le faire pour voir où est-ce que ça nous mène, quitte à ce qu'on vous dise, bah, nous, on n'est pas capable de faire, mais par contre, on connaît d'autres acteurs qui pourront vous aider sur ces problématiques-là. Donc les objectifs sur ce type d'application, donc là j'ai décomposé en fonction des 3 thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout ce qui est outils d'aide à la vente, la plupart du temps, on va parler de configurateur de produits, configurateur technique dans lequel on va intégrer notamment une dimension de calcul, par exemple, pour les produits industriels. L'idée, c'est de faciliter le process de vente. On est sur une application qui accompagne le commercial ou le technico-commercial en rendez-vous avec son client et de faciliter tous les process annexes. C'est-à-dire qu'on va éviter, par exemple, les sursollicitations des bureaux d'études, mais aussi parfois des graphistes à côté, enfin toutes les personnes qui vont travailler autour du commercial pour préparer ces rendez-vous, notamment en générant, par exemple, des documents automatiques, ça peut être du devis, notice de montage, en fonction de la configuration du produit. Pour la partie formation immersive, donc là, les intérêts de la réalité virtuelle, ils sont extrêmement nombreux, donc j'en ai cité quelques-uns. Premièrement, former en toute sécurité, on n'a aucun risque matériel et humain, ça c'est une chose qui est grandement appréciable dans le milieu de l'industrie. Et sans contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'avantage de pouvoir former un petit peu où on veut, quand on veut, euh, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un lieu disponible ou du matériel en particulier. Tout est virtuel. On n'est pas sur de la réalité augmentée, mais bien de la réalité virtuelle, ce qui permet voilà, de se débarrasser de toutes les contraintes matérielles. Et enfin, pour la thématique prototypage virtuel, donc là, l'idée, c'est de passer en revue vos fichiers de conception, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et on n'est pas sur de la simple visualisation de rendu 3D. On va pouvoir vraiment interagir avec le contenu, que ce soit pour l'agencer, le configurer. Si vous avez des produits paramétriques, c'est aussi possible pour nous de les intégrer, de les tester, de faire du test utilisateur, là même en invitant des dizaines de personnes pour tester vos produits avant de les sortir d'avoir un vrai proto physique, par exemple. Et enfin, de faire des validations ergonomiques. Donc voilà, c'est quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Après, il y a sans doute bien d'autres idées que j'aurais pu aborder et d'autres avantages par rapport à ces 3 thématiques. C'est à vous aussi de nous expliquer quels sont vos besoins, quelles sont vos problématiques, et du coup de voir si ensemble on peut aller plus loin et innover ensemble en fait. Merci à tous.
Merci pour la présentation. Alors, je ne crois pas que vous l'ayez précisé, mais vous êtes un Ligérien. Oui, on est basé à Talmont-Saint-Hilaire, en Merci. Vendée. Merci beaucoup. On va passer à la présentation de l'ICAM. Oui, bonjour à tous, Johan Etourneau, je suis responsable du pôle service aux entreprises de l'ICAM de Nantes. Pour vous présenter rapidement le groupe ICAM, donc on est un établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. On a actuellement 13 campus en tout, dont 7 en France. Sur les 7, il y en a 3 dans la région, donc à savoir à La Roche-sur-Yon, Vannes et Nantes. Et on a un peu plus de 19 000 ingénieurs diplômés actuellement. Au niveau du site de Nantes, on est implanté sur le territoire donc depuis 1988, où on a été soutenu par le Conseil régional des Pays de la Loire, Nantes Métropole, la CCI de Nantes Saint-Nazaire et également l'UIMM. Actuellement à Nantes, donc, nous avons une quinzaine d'enseignants-chercheurs, une dizaine d'étudiants qui réalisent des masters, alors soit un master recherche, soit un doctorat. Nous sommes équipés également d'une plateforme d'essais matériaux et mécaniques, d'un atelier de recherche et de prototypage, et également donc de moyens en calcul et simulation numérique, ce qui nous permet d'aller de la conception jusqu'à la réalisation de prototypage. Pour ce qui est de notre compétence, en fait, nous sommes à même de vous accompagner sur des projets pluridisciplinaires grâce aux différentes thématiques qui suivent, parce que l'ICAM reste une école d'ingénieurs généralistes. Donc, toutes ces thématiques sont abordées, à savoir robotique, automatisation, électronique embarquée, système d'information, matériaux et composites, que ce soit produits ou procédés, tout ce qui est organisation industrielle, optimisation énergétique, thermique, et également tout ce qui est ENR, et pour finir, les conceptions mécaniques. Donc, si vous avez des besoins en lien avec ces différentes thématiques, n'hésitez pas à me contacter. Et juste pour vous dire, à ce jour, nous sommes engagés dans environ 50 projets de R&D en tant que partenaires d'entreprises locales. Nous sommes impliqués également dans 3 projets issus de l'appel à projet R&D collaboratif Pays de la Loire, notamment un sur la thématique des ENR, un autre sur tout ce qui est mobilité électrique, et pour finir, en plus en lien avec de la conception et prototypage rapide. Nous sommes impliqués également dans 2 programmes R&D régionaux, un projet 3R qui est en lien avec l'économie circulaire BTP et un projet Recyplast, et pour finir, un projet collaboratif Europe intitulé Recreate. Et nous pouvons faire également à la demande des prestations ponctuelles qui sont plus en lien avec notre laboratoire de caractérisation, donc à savoir de la caractérisation mécanique ou physico-chimique. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Et on va passer à la dernière présentation. Donc, c'est la présentation de la structure Viper RF. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien, merci. Donc, je suis Thomas Letout, donc je suis le directeur général de Viper RF France. Donc, Viper RF, nous sommes une société spécialisée dans la conception de circuits intégrés hyperfréquences, qu'on appelle MMIC en anglais. Donc, qui fonctionnent ces circuits intégrés entre 1 et 150 GHz environ. Donc historiquement, nous sommes présents sur les marchés donc des télécoms, du spatial et de la défense. Donc pour des applications en général de chaînes radio, donc des circuits front-end de la chaîne radio et également de chaînes radar. Donc les circuits que nous concevons sont supportés par des technologies qui sont les suivantes, donc l'arsenure de gallium, le nitrure de gallium et le silicium germanium, donc ces 3 technologies qui permettent d'atteindre les fréquences que j'ai indiquées précédemment. Et donc Viper RF France donc, est la filiale d'une société anglaise qui existe depuis une quinzaine d'années, et la filiale est implémentée à Cesson-Sévigné depuis 1 an environ maintenant. Donc en termes de fonctionnalité de nos circuits, donc comme je l'ai indiqué, ces chaînes radio, donc il s'agira principalement d'amplificateurs, de convertisseurs de fréquences, modulateurs, démodulateurs, mixeurs, de fonctions de contrôle du signal, donc des atténuateurs, des switches, des décaleurs de phase. Et donc ces circuits pourront être conçus et fournis soit sous forme de puces, comme vous en voyez quelques-unes sur la slide, ou alors à l'intérieur de boîtiers plastiques, ou sous forme de circuits hybrides.
Merci. Notre manière d'opérer et d'engager avec nos collaborateurs est assez, bon, on va dire, flexible. Donc, on peut soit intervenir simplement pendant la phase de conception des circuits et ensuite remettre la propriété intellectuelle de ces circuits à notre client. Ou alors on pourra intervenir durant toute la phase de conception et ensuite s'occuper de la mise sur le marché, de la mise en production et de la production des circuits, donc tout au long de la chaîne, et ensuite fournir des composants hardware aux clients. En termes de technologie, je me suis concentré ici sur les technologies européennes et françaises. Donc, on travaille surtout avec UMS et OMIC à Paris, ST Microelectronics à Grenoble principalement, AHP en Allemagne, et puis Cerma Microelectronics à La Rochelle qui réalise à l'occasion des mises en boîtier de nos circuits également. Et donc, en termes d'objectifs, donc que ce soit pour cet appel à projet ou de manière plus générale également, donc on recherche à collaborer avec très souvent des intégrateurs de systèmes ou de sous-systèmes dans l'objectif donc soit d'améliorer leur performance en termes de puissance, efficacité, consommation électrique, réduction de leurs coûts, intégrer plusieurs de leurs fonctions qui étaient discrètes sous forme d'un circuit intégré, ou alors de manière très importante également la sécurité de l'approvisionnement, remplacer des circuits en fin de vie par des circuits équivalents, ou alors remplacer des circuits qui viennent de l'autre bout du monde, par exemple des États-Unis, qui sont soumis à des contraintes d'exportation. Donc pour réaliser tout cela, Viper mettra en œuvre donc notre expérience depuis une quinzaine d'années, donc pour innover, pour rechercher des architectures qui permettront de réaliser ces besoins, tout en gardant à l'esprit l'objectif bien sûr commercial qui permettra d'échanger des produits entre les entités. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a des questions sur les présentations qui viennent d'être faites? Encore une fois, voilà, si vous souhaitez être mis en relation avec les personnes qui ont présenté, n'hésitez pas à revenir vers moi à l'issue du webinaire pour que je procède aux mises en relation. Je vous enverrai également les slides qui ont été présentés ce matin. Et puis, si vous avez une idée de projet, donc n'hésitez pas, donc j'indiquerai aussi les contacts sur les slides, n'hésitez pas à me contacter ou contacter ma collègue Ludivine du pôle TES pour qu'on qualifie avec vous votre idée de projet et voir si effectivement le projet peut être déposé dans le cadre de cet appel à projet. Est-ce qu'il y a des dernières questions dans le chat? Non, pas de questions. Pas de questions. Eh bien, écoutez, je propose qu'on arrête là pour ce matin. Merci beaucoup pour votre participation. Encore une fois, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, j'espère à très bientôt pour une candidature pour cet appel à projet. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.